dans l'au-delà du principe du plaisir, pour mettre en évidence la fonction de liaison du rêve, un binlung. Donc ma thèse, c'est qu'à partir du trou phallus, va se mettre en place un couple d'opposés, essentiellement donc ce couple mort-vivant et sa métaphorisation sous la forme du couple sombre-lumineux. Donc je considère que sombre-lumineux, c'est dérivé de mort-vivant, pour construire l'ensemble des substitutions opérées par les rêves. Donc le rêve procède par substitution. Donc, si vous voulez, le déplacement et la condensation freudienne, c'est un procédé de substitution. Je vais revenir un peu en détail là-dessus tout à l'heure. Donc il y a un certain nombre de substitutions qui sont opérées par les rêves, et ensuite les rêves s'entrecroisent entre eux. Donc cet ensemble, ces substitutions et des rêves opérés par les rêves et leur l'entrecroisement des rêves vont produire le réseau. Voilà. Donc le rêve des chevaux, je vais vite là, a fait surgir le cheval mort mais qui était vivant. Ensuite, le rêve du voyage en Amérique va reprendre la question des morts à travers les crânes, et la mort va prendre la place dans la maison comme dans l'histoire, avec les étages en place des différentes époques. Alors ensuite, donc là je suis obligée de revenir parce que j'en ai pas parlé. Alors, ça, oui, j'aurais dû dire ça d'abord, mais enfin bon, ça fait rien. Donc je reviens maintenant un peu en arrière parce que je ne vous ai pas parlé du rêve du douanier. Donc là, je reviens à l'époque de la correspondance. Et je reviens même un peu plus en arrière pour vous dire que, donc je vous ai dit que Jung, le père de Jung était mort d'un cancer du pancréas. Jung, il est dans la vingtaine, il fait des études de médecine, je sais pas. Donc à la mort de son père, 6 semaines après, Jung va rêver que son père se trouve devant lui, il lui dit qu'il revient de vacances. Donc il rêve du retour des morts, quelque part, 6 semaines après la mort de son père. Il craint ses reproches, car il s'est installé dans sa chambre. Mais il n'en est rien, on ne lui reproche rien. Bon, je vous dis au passage que Jung a partagé très longtemps la chambre de son père, parce que, en fait, entre les parents, ça allait pas bien, et donc la mère faisait dormir Jung avec son père. Donc, faisait chambre à part, quoi. Mais pas complètement, parce que vous savez, comme il a une sœur, il s'est rendu compte qu'il ne faisait pas tout le temps chambre à part, quoi. En gros, c'est ça. Et donc, vous voyez l'ambiguïté qui a été, donc je pense que c'est une des racines du problème, l'ambiguïté qui a été celle des relations des parents, quoi. Voilà. Donc à l'époque, donc ça, là on est donc au début quand son père meurt. Donc Jung se sent honteux d'avoir imaginé que son père était mort, ça c'est dans le rêve, et ce rêve va se répéter encore plusieurs fois. Alors, on va avoir aussi une récurrence de ça, donc pendant la période de la correspondance. Là, je fais un petit retour en arrière pour un rêve assez important qui s'appelle Le Douanier, qui est explicitement lié à la figure de Freud. Alors, ce rêve, j'ai du mal à le dater, parce que dans l'autobiographie de Jung, il n'y a pas les dates. D'après moi, il a eu lieu, mais il y a une petite incertitude au retour d'une visite chez Freud. Alors voilà le rêve. C'est un rêve très intéressant. Jung se trouve dans une contrée montagneuse, vous voyez, on est encore dans la montagne. Bon, il vit dans un pays de montagne aussi, la Suisse. Et lui-même, c'est ça, il fait de l'alpinisme, à la frontière austro-helvétique. Vous voyez à quelle frontière on se trouve. C'est un rêve qui est assez amusant, je trouve. Un homme d'un certain âge, revêtu de l'uniforme des douaniers. Donc Freud, c'est un douanier, vous voyez. Donc on va voir à la frontière ce qui se passe. Il passe sans lui accorder d'attention. Alors, sans lui accorder d'attention, c'est aussi un élément récurrent dans les rêves. Bon, je ne sais pas s'il était dans un rêve précédent. Bon, alors moi je le lis, et par la suite vous allez voir qu'il revient, je le lis au fait à la dépression de la mère. Bon.
Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Parce qu'il y a des éléments maternels aussi mélangés. Hein, donc, c'est pas simplement... dans le transfert à Freud, il y a aussi la mère, hein, il n'y a pas que le père, hein, il y a toutes sortes de choses. Hein. Donc pour moi, c'était peut-être, hein, parce que c'est une dépression grave hein, qu'a fait la mère. Hein, et en plus, il a 3-4 ans, hein, vous voyez, c'est un moment de fragilité, là. Alors, donc, un homme de certain âge, revêtu de l'uniforme des douaniers, passe sans lui accorder d'attention. Son visage a une expression mélancolique. On lui fait savoir que ce vieillard n'est pas du tout réel, c'est l'esprit. Alors, vous voyez les esprits qui débarquent. C'est l'esprit d'un employé des douanes mort quelques années auparavant. Il est, dit le rêve, un de ces hommes qui ne pouvaient pas mourir. Donc voilà comment est présenté Freud. Hein. Il est douanier, il est mélancolique, il ne peut pas mourir. Bon, on peut faire un lien d'ailleurs avec la thématique de Dieu, là, il ne peut pas mourir. Donc voilà, première partie du rêve. Deuxième partie. Alors, vous savez que selon Freud, quand il y a deux parties dans un rêve, c'est qu'il y a un lien de causalité. Hein, c'est la thèse freudienne hein, de l'interprétation des rêves. Les liens logiques manquent dans le rêve. Quand il y a deux séquences, un lien de causalité les unit. On va voir si c'est vrai. Donc, deuxième partie, Jung se trouve dans une ville d'Italie à l'heure du midi sous un soleil brûlant. Vous voyez, il est en contraposition totale de la première partie. Donc, pour moi, c'est une occurrence du couple, ce que j'appelle le couple sombre-lumineux. C'est sombre, après c'est lumineux, on est en Italie, la ville, le pays du soleil, parce que Jung va souvent en Italie en bicyclette, hein. C'est un grand sportif Jung, hein. Ascension, bicyclette, grand sportif. Grand voyageur aussi, on verra après. Donc on est en Italie, à midi, sous le soleil brûlant, la ville construite sur des collines lui rappelle un quartier de Bâle. Bâle, effectivement, donc bon, j'ai fait un petit pèlerinage à Bâle, hein, bien sûr. Bon, c'est très, très intéressant de voir Bâle, quand on a des rêves et qu'on voit Bâle, effectivement, c'est construit, une très jolie ville, construite sur les collines. Hein. Beaucoup de gens viennent vers lui, il y a un flot. Hein. Ça aussi, c'est freudien, quand il y a de la foule, c'est un élément structural, hein. C'est moi qui le dis, hein, ça, c'est pas Jung. Hein. Beaucoup de gens viennent vers lui, il y a beaucoup de monde. Hein. Au milieu du flot marche un chevalier revêtu d'une armure. Un chevalier gravi, donc un chevalier qui arrive. Hein. Alors, moi je fais déjà un lien qui est un peu pertinent en allemand. C'est pas aussi flagrant qu'en français, j'ai vérifié, mais il y a quand même des liens. Cheval, cavalier, chevalier. Hein. Un chevalier revêtu d'une armure. Alors ce chevalier, qu'est-ce qu'il fait? Il gravit un escalier, donc thématique de l'escalier, mais dans le sens de la montée. Personne qui est là, aucune des personnes qui se trouvent là ne semble l'apercevoir, il n'y a que Jung qui le voit. Il entend dire qu'en effet, il s'agit d'une apparition, thématique des esprits, qui a lieu régulièrement, tous les jours, entre 12, hein, le chiffre 12 aussi qui est récurrent, 12-13 heures. Depuis très longtemps, peut-être des siècles. Alors, association de Jung, hein, la douane évoque la censure, la frontière, entre conscient et inconscient, mais aussi entre les vues de Freud et les siennes. Hein, il n'est pas dupe hein, de ça, Jung. Dans le rêve, Freud est un revenant, l'esprit d'un employé des douanes. S'interroge de nouveau sur ce point, Jung. S'agit-il du fameux désir de mort, hein, de tuer le père hein. Donc, dans la deuxième partie du rêve, donc, il se trouve donc dans une ville d'Italie qui ressemble à Bâle, je vous l'ai dit, et le XIIe siècle, alors qui est le siècle qui est cité dans le rêve, c'est le siècle de la quête du Graal, le héros de sa jeunesse. Donc, parce que le Graal, si vous voulez, donc ça faisait partie des livres qu'il lisait dans la bibliothèque de son père. Hein. Ça, on va le voir un petit peu par la suite surtout, mais il commence à apparaître là, donc à travers ce rêve, puisque c'est le rêve donc du chevalier. Hein. D'un côté Freud, le douanier, de l'autre côté le Graal, le chevalier. Hein. Voilà un petit peu le... Voilà. Donc le chevalier donc, monte un escalier, et donc le chevalier est plein de vie, hein, contrairement à l'apparition fantomatique du douanier. Alors ça va continuer, donc il va y avoir ensuite un rêve où il y a un croisé mort qui revient à la vie. Bon,
je passe un peu rapidement là-dessus. Ça, je laisse tomber. Ça, je laisse tomber. Donc là, je reviens maintenant après la crise. Hein. Donc, après la crise, bon, l'écriture du livre rouge, ça va permettre que les choses vont aller. Donc, si vous voulez, l'écriture du livre rouge, ça va durer 15 ans quand même. Hein. Donc, il réécrit. Donc, il élabore ses écrits durant une quinzaine d'années, mais surtout quand même pendant les premières années. Hein. Disons que pendant les premières années, il en a besoin. Hein. Il en a besoin pour s'en sortir. Après, il va continuer, mais d'une façon beaucoup plus occasionnelle. Hein. Et puis, il va cesser, on va dire dans les années 30, il va cesser pour s'intéresser à un nouveau sujet. Et ce sujet, c'est l'alchimie. Alors, il y a des écrits sur l'alchimie, donc je ne vais pas du tout. Donc, j'ai laissé tomber cette partie de l'œuvre de Jung. Hein. Bon, alors là, c'est de plus en plus ésotérique, hein, je peux vous le dire. Donc, mais il faut savoir que quand il arrête le livre rouge, il passe à l'alchimie. Hein. C'est la seule chose qui nous intéresse là. Et il va aussi, à cette époque-là, faire beaucoup de voyages. Donc, c'est un homme qui voyage beaucoup, surtout pour l'époque, si vous voulez. Il va aller en Afrique, il va aller en Inde, il va aller aussi en Tunisie. Alors, en Tunisie, on est dans les années 20 à ce moment-là, donc si vous voulez, on est, disons, on va dire 4-5 ans, ou peut-être 8 ans après la crise. Hein. Donc là, pendant qu'il est en Tunisie, évidemment en Tunisie, on parle l'arabe. Hein. Il va faire un rêve que j'ai appelé le jeune arabe. Donc, ce qui se passe dans ce rêve, c'est que il va surgir un jeune arabe, et ce jeune arabe, dans le rêve, veut le tuer. Donc il y a de nouveau une tentative de meurtre. Vous voyez comment donc ce rêve répond au rêve de Siegfried des années après, avec une modification des places, hein, ce qui est typique du rêve. Hein. Donc le rêve fait circuler aussi les traits hein, sur des places. Hein. Pour moi, c'est l'indication du travail sur la pulsion, justement, hein, cette circulation des places. Hein. Donc, Jung donc c'est le contraire, c'est Jung qui subit une tentative de meurtre par l'arabe. Mais, différence aussi du rêve Siegfried, puisque donc, dans le rêve Siegfried est tué, il y a un combat, mais ce combat ne va pas jusqu'au bout. Mieux encore, il est suivi d'une réconciliation. Et cette réconciliation, elle s'opère comment hein, c'est toujours le rêve, hein, ça. À travers la lecture conjointe d'un livre. Pas d'un livre, du livre. Hein. Hein, du livre, en fait. La Bible, c'est sous-entendu. Et alors, ce livre, il est écrit à l'aide de caractères particuliers, puisqu'il s'agit de caractères ouïghours. Donc, vous savez que les Ouïghours, qui sont des musulmans, mais des musulmans, on en parle en ce moment, hein, des musulmans d'Extrême-Orient, mais donc, du fait qu'ils sont musulmans, ils entretiennent une proximité avec le monde arabe. Donc, l'Ouïghour du rêve, moi je le vois comme une transposition de l'arabe, une exportation de la langue du père, hein, puisque le père a travaillé, ça fait partie de ses études arabes et hébreu, hein, je vous ai dit, hein, exportation de la langue du père en Extrême-Orient. Parce qu'à partir de là, l'intérêt de Jung va être vers l'Extrême-Orient. Je vous ai dit, s'intéresse au bouddhisme, au taoïsme, etc. Il va faire un voyage en Inde, il va s'intéresser de très près aux religions extrême-orientales. Donc le livre, c'est la Bible. On peut l'entendre comme une allusion aux travaux du Père, de traduction du Cantique des Cantiques. On peut l'entendre comme métonymie du désir du Père, hein, réveil de celui-ci. Donc le fameux désir de meurtre, lièvre soulevé par Freud, qui laissait Jung perplexe, apparaît donc clairement dès le rêve de Siegfried pour se poursuivre dans le rêve de l'arabe des années après. Mais de quel meurtre s'agit-il ? Dans le rêve Siegfried, c'est Siegfried, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, Siegfried s'est présenté comme un héros, hein, c'est le meurtre du héros en fait. Hein. C'est le héros qui est tué.
Et c'est même Jung lui-même en tant que héros. Hein. On peut même dire l'enfant héros, hein, l'enfant idéal, quelque chose de cet ordre. Hein. Dans le rêve de l'arabe, c'est l'arabe qui veut tuer le rêveur. Hein. Et l'arabe est d'ailleurs associé par Jung à la rencontre d'un cavalier qui est passé à côté de lui sans le saluer. Alors vous voyez, encore récurrence de ce motif, attitude indifférente du douanier, cavalier qui ne le salue pas. Il se sent méprisé. Hein. Donc c'est un petit peu ça d'ailleurs qui est à l'œuvre dans la rupture Freud-Jung, côté Jung, bien sûr, et dont on voit qu'il trouve des racines très anciennes. L'arabe lui-même est une réplique du sauvage quelque part, on peut le voir comme ça, mais donc le meurtre n'a pas lieu, et c'est sur un scénario de réconciliation que débouche le rêve. Donc alors, moi comment je l'interprète, si vous voulez, c'est ici avec la figure de Paul, le père, et sa langue, l'arabe, son livre, la Bible, que le rêve travaille et remanie la relation père-fils. Le meurtre concerne leur ancienne relation et le rêve y substitue une nouvelle relation fondée sur l'apprentissage d'une langue commune, l'ouïghour, du rêve, un produit de métissage de l'arabe. Moi je le vois comme ça, un produit de métissage. Hein. Voilà. Alors par la suite, si vous voulez, ce rêve dessine encore une nouvelle direction de rêve, où Jung, excusez-moi, Freud, Jung, on les mélange. Jung va élaborer de nouvelles idées qui concernent la question du savoir en relation avec la question de la mort. Les morts, nous dit Jung, sont en attente de savoir. Bon, c'est un peu zarbi hein, de dire ça comme ça, évidemment. Hein. Les morts sont dans l'attente de savoir. La tâche, mais si on le relit, alors moi je le relis d'une autre manière, hein, ce qui peut la rendre peut-être plus accessible. Hein. La tâche dévolue aux générations suivantes serait d'élaborer ce savoir, un savoir pour les morts, mais aussi pour les vivants. Donc, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein, son histoire d'élaborer un savoir pour les morts, c'est une façon d'entendre justement l'élaboration de la répétition. Hein. C'est comme ça que je le vois. Hein. C'est-à-dire ce qui n'a pas été élaboré et qui se répète de génération en génération, c'est ça, le savoir pour les morts, qu'il convient aux générations suivantes d'élaborer. C'est mon interprétation. Hein. Et pour moi, c'est corroboré par les rêves qu'il fait à la suite. Alors à partir de là, il va faire une série de rêves dans lesquels il va rêver que à sa maison se rajoute une aile étrangère. C'est comme s'il y avait sa maison, donc récurrence du thème de la maison, mais là on a la maison plus une nouvelle aile. Et cette aile, elle est particulière parce que c'est une aile qui a toujours existé, mais qui lui paraît étrangère. Ça, c'est assez récurrent dans les rêves en général, hein, ce sentiment d'étrangeté et de familiarité, on pourrait le voir, hein, l'étrange familier de Freud, si on veut, là aussi. Hein. Donc, alors, ça... Le premier rêve qui survient de cette série, c'est un rêve qui abrite la bibliothèque au symbole. Donc il rêve que l'aile étrangère en question abrite une bibliothèque au symbole. Et en fait, c'est une résurgence de la bibliothèque du père, où il allait faire ses lectures, notamment les lectures sur l'épopée du Graal. Hein. Donc si vous voulez, bon, ce qu'on a là maintenant, c'est à la place du Graal, on a la bibliothèque du père. Oui. Comment le père revient là-dedans? Il revient. Donc il revient par sa bibliothèque. Hein. Et puis ensuite, l'aile étrangère va trouver, dans un rêve ultérieur, hein, je vais un peu plus vite là-dessus, elle va trouver une autre affectation. L'aile étrangère va abriter un laboratoire, donc un centre de recherche, hein, voyez. Le père devient un spécialiste en ichtyologie, donc l'ichtyologie c'est la science des poissons, les poissons étant eux-mêmes une référence biblique. Et le père est savant en ichtyologie, et la mère, qu'est-ce qu'elle fait la mère dans le rêve? Elle a aménagé des pièces qui sont destinées à recevoir des esprits. Ces esprits sont une genre de maison d'hôte, si vous voulez, pour les esprits, qui sont reçus en couple dans des chambres à 2 lits. Hein, donc vous voyez que la thématique des esprits de la mère arrive parallèlement à la figure du père qui arrive aussi, mais dont un père un peu différent là maintenant, et il se dessine une nouvelle caractéristique du père, c'est que le père devient un savant. Alors, à ce moment-là,
J'ai encore deux rêves dont je dois vous parler. Il se trouve, là on est en 1936, donc Jung, si vous voulez, il est reconnu dans son travail. Il est invité par-ci, par-là, sans arrêt. Donc là, il est invité par le gouvernement des Indes à un jubilé à l'université de Calcutta. Mais il tombe malade pendant le séjour, il est hospitalisé. D'ailleurs, il y a un petit élément, il est un peu repris par ses démons. Ça se pourrait bien qu'il y ait eu qu'il ait un petit peu disjoncté, là. Ça se pourrait. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Et à son retour à l'hôtel, il fait un rêve. J'ai appelé ce rêve le Graal. Alors, dans le rêve, on a Jung qui est sur une île. Sur cette île, il y a le château du Graal. Et dans ce château, on a un professeur allemand très intelligent. Mais, alors bon, pour moi c'est Freud, ce professeur allemand très intelligent. Il ne le dit pas. Vous voyez, il y a certains rêves où il dit, oh, là c'est Freud, mais là, il ne dit rien sur ça. Donc, Freud, pour moi, donc un professeur allemand très intelligent, mais un peu à côté de la plaque quand même, le professeur, parce qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Et il lui échappe en particulier que sur le mur du château du Graal, circulent des créatures de notre monde, en particulier des petits génies, des petits génies capuchonnés, voilà. Alors capuchonnés, oui, justement. Donc évidemment, des esprits, des petits génies, etc. C'est ce fil-là qui est de nouveau apparent. Et à ce moment-là, suite du rêve, la quête du Graal lance alors Jung, deuxième partie du rêve, dans une expédition sur une île déserte. Mais à un moment donné, il arrive à une partie de l'île qui est divisée en deux par un bras de mer. Il décide de traverser à la nage, mais le symbole manque, c'est moi qui le dis, et ça provoque le réveil. Donc au moment où il va arriver, il ne peut pas, il manque un symbole, à un moment, il se réveille. Enfin, dernier rêve, et après c'est terminé avec les rêves. C'est un peu difficile tous ces rêves, bon, c'est vrai que c'est mieux de les lire. Donc, ce dernier rêve, pour moi, donc, dans ce dernier rêve, la figure du père savant qui a été ébauchée dans le rêve antérieur va s'imprimer définitivement. Jung rend visite à son père dans une demeure. Cette demeure contient une crypte et son père est le gardien. Le père est le gardien des morts. Mais le père est aussi un savant. Le père est un savant parce que dans une autre partie du rêve, Jung va le rencontrer dans son bureau. Il est en présence de deux médecins, le docteur Y qui a l'âge de Jung et son fils, qui sont tous deux psychiatres. D'un coup, le père va prendre une grosse Bible sur son étagère, il va l'ouvrir à l'Ancien Testament et il va se mettre à interpréter un passage avec un brio extraordinaire, d'une façon extrêmement savante que Jung lui-même n'arrive pas à suivre. Le docteur Y, les deux psychiatres et son fils se mettent à rire. Jung se met alors en colère et pense qu'il est dommage pour son père de parler devant de tels imbéciles. Donc les deux psychiatres sont considérés comme des imbéciles, c'est ça que ça veut dire. Bon. Lesquels sont des figures de Jung aussi. Donc Jung peut-être plus jeune, moi c'est comme ça que je le vois, qui a considéré lui-même son père comme un imbécile. Moi c'est ça, comme ça que je le vois. Puis la scène change et Jung et son père sont transportés dans une grange et dans cette grange on va entendre des bruits sourds qui sont analogues à ceux qui ont été perçus dans le bureau de Freud lors de la première visite. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être attribués par le père à l'action de fantômes. La scène initiale avec Freud est revisitée et c'est le père, mais qui est là en position de savant, il sait ce qu'il a, il sait le père là, qui va confirmer la présence des esprits. Et alors on a une troisième scène ensuite où Jung et son père vont se trouver dans une salle qui ressemble au rêve du phallus, une salle circulaire, avec en son centre une immense colonne qui retourne du phallus des rêves initiaux. Donc Jung et son père vont dans cette salle et ils vont s'agenouiller tous les deux en référence à une plus haute présence, à quelque chose qui les dépasse. Ils vont s'agenouiller tous les deux, mais Jung, décidément,
Jung, contrairement à son père, va laisser persister quelques millimètres, il ne va pas mettre son front complètement au sol pour bien marquer sa différence. Voilà. Donc, alors voilà comment moi j'interprète ces derniers rêves, si vous voulez. Dans le rêve du Graal, c'est le professeur allemand, une figure de Freud, qui est le savant, hein, dans ce rêve. Bon. Ensuite, dans les rêves suivants, le savoir va être transféré du professeur allemand au père. Hein. D'abord dans le rêve du laboratoire aux poissons, puis dans le dernier rêve. Hein. Le père savant, je l'ai appelé. Le savoir devient un trait du père. Donc la méconnaissance initiale que le rêve est venu corriger, c'était celle de Jung lui-même, dont les psychiatres imbéciles constituent le support. Jung réattribue maintenant le savoir à son père. Jung réalise, c'est ma thèse, hein, cette identification au père à travers le trait savant, puisque Jung c'est un savant à l'époque, hein, il est reconnu comme tel. Hein. Le trait savant qui le réunit, le savoir, trait maintenant attribué au père, retrouve son lieu d'extraction et est conjoint à la présence du phallus, symbole du savoir du père. Jung, le savant, peut reconnaître la présence de ce savoir qu'il a fait sien chez son père. Mais ce savoir commun doit s'incliner quand même devant un ordre tiers, hein, quelque chose qui les dépasse. Hein. Ce savoir commun est aussi marqué du manque. C'est là qu'ils s'agenouillent tous les deux devant quelque chose qui les dépasse. Donc le transfert à Freud, encore opérant malgré les années, hein, donc là on est, je ne sais plus, je sais pas, on est peut-être dans les années 40, 50, je ne sais rien. Jung meurt en 66. Donc le transfert à Freud, encore opérant malgré les années, se trouve remanié. Le savoir attribué à Freud dans le Graal passe au père dans le père savant. Et ce passage est vectorisé par les autres éléments du rêve, hein, que je vous rappelle, les esprits frappeurs, indice de la faille symbolique de la lignée maternelle, mais aussi l'Ancien Testament, qui est la spécialité du père dans le rêve, et qui est aussi la spécialité du père de Jung et du grand-père, est probablement mis aussi en jeu dans le transfert à Freud. Hein. Bon, c'est comme ça que je vois, si vous voulez, ceux qui se vectorisent du transfert à Freud dans le rêve. Donc, pour résumer en quelques mots, donc le transfert à Freud, je considère qu'il débute dès le rêve des chevaux, mais à ce moment-là, c'est plutôt le transfert sur la théorie associative, hein, puisque c'est la personne de Freud lui-même. Ce premier rêve mobilise le symbole cheval. Ensuite, ça continue dans le rêve de la maison haut de crâne, c'est-à-dire le rêve qui est produit pendant le voyage en Amérique. Ensuite, le rêve du douanier chevalier continue, avec Freud revenant douanier, et en contraposition, le chevalier, qui se trouve être l'avant-poste du Graal, lequel réfère à la bibliothèque du père. Hein. Puis le Graal va renvoyer directement à Freud, dans le rêve du Graal, le rêve du Graal va renvoyer directement à Freud et à son bureau, la scène de son bureau au début de la relation, mais aussi au manque du symbole. Hein. Le manque du symbole. Parce que si Jung s'intéresse au symbole, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est pas pour rien qu'il s'intéresse au symbole, Jung, hein, parce que c'est ça qui a manqué pour lui. Hein. Donc, et enfin, le dernier rêve, le rêve gardien des morts, qui atteste de la présence des fantômes, mais qui est aussi savant, et un savant bien particulier, puisque c'est le savant de l'Ancien Testament. Voilà. Bon, là, si vous voulez faire circuler ça, c'est les rêves mis en série. Donc là, il est midi et quart, j'ai encore des choses à dire, je ne sais pas. Oui, en laissant du temps pour la discussion aussi. Hein, en laissant un peu de temps pour la discussion. Bon, moi j'avais l'idée, voilà, donc il faut que je m'arrête à quelle heure exactement? Oui, bon. Il n'y a pas d'obligation. Je ne peux pas non plus parler très longtemps. Donc, est-ce qu'on fait un break là et je fais la fin après? Oui, ça suffit, hein, parce que j'ai dit beaucoup de choses. Hein. Donc, on peut discuter un peu. Et après, je ferai la conclusion. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur l'élaboration. Voilà. Donc, on peut faire un break là, si vous voulez bien. Un break question, si tu es d'accord. Pas un break. Question, oui. Ah oui, non, c'est pas pour aller boire un coup. Hein, après, juste une petite chose. D'abord, je suis éblouie
par le travail de documentation. Vraiment, je te remercie. Vraiment. Je peux te demander, si tu veux bien, j'ai trouvé très subtil ce que tu amènes quand tu parles du très pulsionnel, et qu'il va falloir que tu sortes de la métaphore pour pouvoir après le travailler. Je trouve ça très subtil, mais j'aimerais bien un exemple pour mieux comprendre. Je ne suis pas sûre d'apprécier toute la valeur. Alors, c'est l'objet de ma deuxième partie, ça. Oui. Donc je vais peut-être répondre. Voilà, maintenant j'entends bien qu'il y a une question. Bien sûr, bien sûr. Et donc je répondrai. On passe. Merci. question. Moi, je me trouve un petit peu sévère sur les délires de Jung. J'y vois davantage des renvois à sa propre biographie. Il y a un élément qui a été très important dans sa relation avec Freud, c'est précisément tout l'aspect maternel de lien avec les esprits. Et effectivement, Freud a été très choqué, voire même horrifié par la présence, entre guillemets, du surnaturel autour de Jung. Et c'est précisément cette fameuse scène où les murs craquent, il y a des couteaux qui craquent, il y a vraiment du surnaturel, alors qu'on va mettre plein de guillemets. Et je crois quand même que Jung avait cette présence du surnaturel qui était marquée par sa famille, qui était marquée par lui, par toutes ces séances de spiritisme, etc., sur lesquelles Freud a énormément buté, mais qui était peut-être une ouverture à l'universel que n'avait pas Freud, c'est-à-dire peut-être quelque chose d'ésotérique. Et donc, Jung lui-même a pensé très fort qu'il était délirant. Et effectivement, dans cette crise de 13, les événements de 14 l'ont rassuré d'une certaine manière. Mais il y avait certainement chez lui, alors c'est très très compliqué, quelque chose d'un peu visionnaire qu'il a développé dans la synchronicité, qu'il a développé dans tous les travaux qu'il a fait avec la physique, plus tard avec les extraterrestres, etc. Donc il y a peut-être un élément qui reste à fouiller de la personnalité de Jung qui échappe évidemment à Freud. Et voilà. Oui, mais... alors, évidemment, le rapport aux esprits, etc., on peut en faire ce qu'on veut, on peut le tirer du côté qu'on veut, mais quand je parle d'éléments délirants chez Jung, je ne parle pas de ça. Je parle justement de ce qui est du livre rouge, et, oui. Par exemple de l'automatisme mental que j'ai cité tout à l'heure. Donc je ne parle pas du rapport aux esprits. Bon, si je parle d'éléments délirants, quand vous dites dur par rapport au délire, donc excessif, quelque chose d'excessif. Oui, peut-être. Oui, non, je ne crois pas parce que donc voilà, je ne me réfère pas au rapport aux esprits quand je. Mais bon, évidemment, les deux choses sont liées quand même, bien sûr. Mais je me réfère à certains éléments, notamment aux éléments du livre rouge et l'automatisme mental. Je pense qu'il y a eu une petite décompensation psychotique, oui, quand même. Alors, est-ce que cette décompensation psychotique est liée justement à c'est là où je parle de faille dans la lignée maternelle, si vous voulez, ce rapport aux esprits, et le fait qu'il y avait sans arrêt des morts vivants, on ne savait pas si les morts étaient vraiment morts, c'est quand même récurrent dans l'histoire de Jung et de sa famille. Hein. Donc, si vous voulez, moi, je fais un lien entre les deux, hein, oui, quand même. Et l'histoire du savoir pour les morts qu'il veut élaborer, quand même. Alors, ça prend aussi prise dans la biographie de Jung, autour des enfants morts-nés, avant sa naissance. Et puis, il y a des éléments que je n'ai pas donnés, parce que je n'ai pas le temps, mais il s'intéressait beaucoup aux cadavres qui étaient morts et qui étaient charriés par les eaux du Rhin également. Il y a beaucoup d'éléments de cet ordre-là. Donc, je pense que la question de la mort a été présentifiée très précocement dans la vie de Jung, hein, et elle est entrée en collision avec le rapport de la non-étanchéité entre la mort et la vie en tant qu'il était présenté dans la lignée maternelle. Voilà ce que je pense. Voilà. Merci beaucoup pour ce très bel exposé. Ce qui m'a énormément intéressé, c'est ce que vous dites, qui est votre thèse centrale, semble-t-il, sur le rêve
finalement, si j'ai bien entendu, peut être interprété, car il est perçu par le patient comme venant de lui, contrairement au délire. Hein. Et par ailleurs, vous dites que le rêve, et peut-être ce sera l'objet de votre deuxième développement, si j'ai bien compris là tout à l'heure, que le rêve contient toujours des traits pulsionnels non élaborés. Hein. C'est ça que vous dites. Et ça m'a renvoyé à une partie de ma clinique qui est avec les enfants, et où souvent certains rêves sont perçus comme une réalité, où on ne sait pas si ce sont des visions qui sont perçues comme un rêve. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que ça... J'aimerais bien que vous en disiez un petit peu quelque chose de plus sur cette question des traits pulsionnels non élaborés dans le rêve. Peut-être que ça fait l'objet de votre deuxième partie. Hein, voilà. J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir travailler sur les rêves avec des patients psychotiques ou non psychotiques. Oui, bien sûr. Hein, voilà. Alors, ce que je peux juste dire là, si vous voulez, donc je vais revenir dans le détail sur la question du trait pulsionnel, parce que, alors d'abord, si vous voulez, entre vision et rêve, comme ça j'en ai un petit peu parlé dans mon exposé, si vous voulez, en particulier chez lui-même, le rêve se différencie progressivement de la vision, voire de l'hallucination. Hein, donc, c'est comme si quelque part, on a d'abord de la vision et ensuite on a un rêve. Hein, donc, mais entre les deux, il y a une zone peut-être plus floue où on ne sait pas si c'est un rêve ou une vision. Et ça, je l'ai rencontré dans la clinique également. Voilà. Donc je vais revenir sur la question du trait pulsionnel. Bon, c'est un point fondamental. Mais avant ça, je vais dire que donc, si vous voulez, j'en ai pas trop parlé parce que je ne peux pas parler du tout, mais il faut savoir que donc, Jung s'intéresse donc au mythe, hein, essentiellement. Donc la pulsion est présente dans le travail du mythe, hein, si vous voulez, le pulsionnel est présent. D'ailleurs, Lévi-Strauss, par exemple, dans La potière jalouse, hein, ça fait l'objet d'un ouvrage à venir pour moi, sur justement la question du symbole. Donc Lévi-Strauss, dans La potière jalouse, s'intéresse énormément à la pulsion comme étant au fondement du mythe. Hein, donc Lévi-Strauss ne veut pas entendre parler de Jung, hein, il ne veut pas en entendre parler. Jung n'est pas aimé, le pauvre. Hein, c'est peut-être pour ça que moi j'ai envie un peu de le réhabiliter. Hein. Donc c'est le mouton noir de la psychanalyse. Lévi-Strauss, par exemple, se démarque, je ne comptais pas en parler, mais puisque vous me dites ça, il se démarque totalement de Jung. Mais en fait, non. Si vous voulez, leurs pensées sont proches, pas mal de points. Moi j'ai étudié ça dernièrement. C'est pas vrai, quoi. Donc, alors, Lévi-Strauss, par exemple, donc, montre comment le trait pulsionnel est élaboré par le mythe. Et donc, il le montre dans La potière jalouse, il le montre aussi quand il s'intéresse à la question de l'Oedipe, hein, parce que donc, dans Oedipe, justement, dans l'anthropologie structurale. Hein, donc. Et si vous voulez, Jung, la pensée de Jung le rejoint un petit peu, parce que Jung, ultérieurement, si vous voulez, va s'intéresser essentiellement au collectif. Hein. Donc c'est là aussi qu'il va se marquer de Freud, ça va aller crescendo. Mais il va s'y intéresser en quoi le symbole, je le dis maintenant, mais je vais revenir, c'est pas mal de faire des allers-retours. Le symbole intéresse Jung parce qu'il voit pour l'individu une possibilité, donc le symbole est relié à la psyché de l'individu par l'identification d'un trait qui est véhiculé par le symbole. Donc le symbole véhicule du trait, il véhicule de la pulsion. Voilà. Donc la voie d'abord de la pulsion et du trait pulsionnel par Jung, c'est une voie symbolique collective. Hein. Donc il va mettre de côté tout ce qui a trait à son histoire individuelle. Beaucoup moins. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à l'histoire individuelle, mais pour lui c'est quand même secondaire malgré tout. Pour lui, si vous voulez, dans l'analyse jungienne, il y a deux temps en gros. Il y a un temps individuel dont on se fout un peu quelque part, hein, et puis très vite on va arriver au temps collectif et c'est ça qui l'intéresse. Parce que quelque part, il y a une partie de la problématique de Jung, par rapport aussi à votre question, toute son histoire personnelle est quand même beaucoup mise de côté, hein, et notamment tout ce qui a trait à la sexualité infantile. Et ce ne serait pas étonnant que, par exemple, l'histoire de l'excrément qui tombe sur la cathédrale, c'est à voir avec la sexualité anale, infantile, ça ne m'étonnerait pas du tout, vous voyez. Donc tout ça, c'est mis de côté. Mais donc, c'est dire qu'il s'intéresse à l'identification, mais via l'identification à un trait véhiculé par le symbole. Voilà. C'est comme ça qu'il chemine, Jung, dans son rapport à ça. Ah, donc, et en mettant un peu de côté son histoire personnelle.
bien qu'elle ressurgisse quand même, puisque vous voyez que les rêves, il y a son père, il y a sa mère, il y a toute la famille qui est... Il n'y a pas trop la sœur. Hein. Voilà. Donc, voilà comment je vois un petit peu, mais je vais y revenir parce que c'est l'objet de la fin de, justement, toutes ces questions. J'en parler par la suite. Merci. Merci. Oui, toujours autour de la question. Alors, c'est compliqué là pour moi. Est-ce qu'il y a un lien entre J'entends pas bien là. ce que tu viens de dire, hein, de l'éloignement donc sujet singulier au collectif, et le travail de la pulsion qu'on aborde généralement plutôt, à partir du corps, des trous du corps, de cette attitude-là. Et quand tu parles de la pulsion, notamment dans le rêve, et ce déplacement de place, c'est plus le travail de la pulsion tel qu'on peut le concevoir de manière classique. Et il n'est plus question du corps. C'est plus dans le collectif, justement. Enfin, je vois une association aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire de... Attends, j'entends vraiment pas bien. Tu peux rapprocher. Oui, tu n'as pas entendu? J'ai entendu à peu près jusque-là, vas-y. Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet écart, de cette façon évidemment de situer le travail de la pulsion? Pour you. Oui, par rapport à ce qu'on connaît de manière classique, le travail de la pulsion, du corps, les exercices du corps, tout ça. Oui, c'est justement la partie qui est évitée par Jung, justement. Il ne s'y intéresse pas, pas du tout. C'est complètement mis de côté. Donc, d'ailleurs, c'est ce que lui reproche à un moment donné. Mais justement, tout ça, toutes les questions que vous me posez, c'est non, je vais parler. Ça tombe bien, ça montre bien que vous avez bien écouté, que ce qui manque, vous l'avez bien repéré. Et c'est ce que, justement, Freud va lui reprocher dans la correspondance. Il va dire... il va lui reprocher qu'en fait, son travail de métamorphose des libido et ses symboles, c'est justement un travail sur les complexes mis hors service, comme si justement le tranchant des complexes n'était pas abordé, son tranchant pulsionnel, moi je vois comme ça. Donc oui, mais complètement, justement, c'est fondé, ce reproche, bien sûr que c'est fondé. Mais voilà, donc c'est fondé, oui. Mais on ne peut pas dire que le travail du symbole chez Jung soit pour autant inintéressant, parce qu'il véhicule d'autres aspects, si vous voulez, qui ne sont pas abordés par Freud, justement, que Freud va aborder différemment. C'est complètement l'objet de la suite, donc ce que je vais dire maintenant, vous voyez. Voilà. Est-ce à ce propos, justement, est-ce qu'on ne peut pas dire que, et c'est ce qu'on dit souvent, que Freud a surtout parlé de l'inconscient personnel et Jung de l'inconscient collectif? Oui, on peut le dire. Alors, Freud s'intéresse, je n'arrive pas à les confondre sans arrêt. Freud s'intéresse aussi au collectif, mais alors on va voir comment, justement, puisque à partir de Totem et Tabou, il va produire psychologie collective et analyse du moi. Il va produire le moi et le ça aussi. Donc il va dénoncer un certain nombre de problèmes inhérents au collectif sans les résoudre, notamment justement le fonctionnement en foule, donc qui constitue un des problèmes de la psychanalyse. Donc la psychanalyse n'a pas réglé à l'heure d'aujourd'hui, je considère. Voilà. Donc si vous voulez, Freud va amener des éléments justement qui ont à voir avec la question du trait, donc avec le trait unaire. Dont Lacan va s'emparer dans l'identification, justement, qui est aussi un des fondements de mon travail, le travail de Lacan sur l'identification. Et donc, notamment, l'identification à un trait. Donc, vous savez que chez Freud, il y a plusieurs types d'identification, mais les modalités majeures de l'identification, c'est l'identification à un trait pulsionnel. C'est moi qui rajoute ça. Peut-être pas assez accentué, d'ailleurs. Un trait pulsionnel. Donc, et c'est par là d'ailleurs que justement on va pouvoir travailler la répétition, donc ce qui se transmet dans les familles et qui n'est pas élaboré. Donc, et c'est pour ça que je considère pour ma part que le travail du rêve est incontournable. On a besoin, si on veut amener l'analyse jusqu'à un certain point, les fins d'analyse,
pour moi, le rêve amène des éléments qui sont indispensables, quoi. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, Freud va travailler le collectif à sa manière, donc à travers ces textes-là. Il va aussi y revenir dans Moïse et le monothéisme. Alors là, j'en ai pas, compté pas en parler aujourd'hui. Mais voilà, mais d'une manière fondamentalement différente de celle de Jung. Hein. Et il va amener d'autres éléments, donc c'est de ça dont je vais parler là maintenant. Voyez. Bon, vas-y alors. Donc voilà. Oui, donc alors, donc comme je vous l'ai dit, donc il y a un véritable réseau qui se constitue, donc je vous ai fait passer la façon dont je vois l'entrecroisement des rêves, qui se réalise par substitution, métonymie successive. Hein. Donc métonymie, hein, donc essentiellement, phallus, tour, arbre, colonne, trou, mort, esprit, cheval, cavalier, chevalier, maison au crâne, bibliothèque au symbole, aile étrangère, laboratoire au poisson, livre, savoir, Ancien Testament, savoir, etc. Donc, alors, la question du savoir est centrale là, et la question de la mort. Hein. Donc, c'est en fait ces deux points-là. Donc, je considère qu'il y a un lien entre le premier rêve, le rêve du phallus, et le dernier, hein, grosso modo, pour faire vite. Hein, et que finalement, donc, dans la rencontre avec Freud, ce qui se joue, c'est la question du réveil des morts. Donc, c'est ça, je veux dire. Le réveil des morts, alors la façon dont je le dirais, c'est la mort d'un père doit être symbolisée. Alors c'est plus, d'ailleurs pour moi, si vous voulez, c'est plus la question de la mort du père que la question du meurtre du père. C'est pas tout à fait pareil. Alors je le dirais de la manière suivante, la mort du père qui laisse la place au trait. Le trait, c'est tout ce qui reste de la mort du père, hein, le trait qu'on écrit. Hein. Le trait d'identification, si on veut, hein, tout ce que, par exemple, le trait qui s'efface, les façons de Lacan, des choses comme ça. Donc, c'est la mort du père qui doit être symbolisée, et c'est ça qui revient via le transfert à Freud pour Jung. Bon, je ne vais pas revenir sur tout ça parce que je voudrais aller un peu vite. Et donc, c'est ça aussi qui va donc donner chez Jung naissance à l'inconscience collective comme réservoir de la potentialité du symbole, père symbolique si on veut, ou plutôt fonction symbolique, que je préfère nettement au terme de père symbolique. Fonction symbolique, en tant que la fonction symbolique, je vais revenir dans le détail, répond à la demande de savoir des morts, comme figure du lien, figure du raboutage, produit du travail de liaison, une liaison du réel, du défaut de la transmission. C'est comme ça que je le vois, si vous voulez. Pour lui, Jung, l'inconscient collectif, que moi je traduis en fonction symbolique, donc je traduis aussi en référence à l'anthropologie, la fonction symbolique de Lévi-Strauss, de Mauss et de Lévi-Strauss, qui ont donné lieu à une reprise par Lacan aussi. Hein. Donc moi c'est là-dessus aussi que je travaille en ce moment pour ce prochain ouvrage, si vous voulez. Donc cette fonction symbolique, c'est le nom de la fonction symbolique chez Jung. Voilà comment je le vois, vous voyez. L'inconscient collectif. Voilà. Et c'est donc ce qui produit ce travail de liaison du réel, du défaut de la transmission. Donc, de ce qui donne lieu à la répétition, justement. Alors, bon, ça, je ne sais pas si j'en parle, parce que je le mettrai après, parce que sinon j'ai peur d'avoir... Donc, ce travail du symbole chez Jung, si vous voulez, donc, à travers ses propres rêves, ça va donner lieu à une théorisation. Hein. Ça, c'est la théorie jungienne sur le symbole. Et je vais le mettre un peu en contraposition, si vous voulez, à ce qui va donner lieu à la théorie du père chez Freud. En gros, c'est ça. Chez Jung. Donc, chez Jung, je reprends le symbole. Donc, vous avez vu que le symbole est au cœur de la pensée jungienne depuis Psychologie de la démence précoce. Hein. Depuis sa confrontation avec la schizophrénie, où justement c'est un gros problème, le symbole.
même si le symbolisme de la il y a beaucoup de symbolisme dans la schizophrénie. Mais ce symbolisme, c'est du symbolisme et non pas du symbolique, hein, c'est pas du tout pareil. Hein. Parce que quelle différence entre le symbolisme et le symbolique? Ben, ce qui manque, c'est la marque du sujet. Hein. Donc, Jung, il vient là-dessus parce que c'est un petit peu son terrain de jeu, si on veut. Hein. Bon, un terrain de jeu où le symbole fait défaut, mais il fait aussi un peu défaut dans sa problématique. Hein. Enfin, tout ça fait que. Donc, au début, le symbole est envisagé comme l'instrument qui va pouvoir parer aux défaillances des associations. Sa fonction est associative. D'ailleurs, elle est associative. Hein. Néanmoins, prenons l'exemple, donc dans la schizophrénie, si vous voulez, exemple de la couturière, il y a du symbolisme, mais il n'y a pas de symbolique. La couturière ne s'identifie pas à Socrate, elle est Socrate. Vous voyez la différence? Bon. Dans les métamorphoses, alors ça, j'en ai pas parlé parce que c'est un pavé, que ça faudrait des heures. Donc, en 2 mots, Jung va s'intéresser au déplacement de la libido sur un objet symbolique devenu une sorte de substitut. C'est ça qu'il faut entendre par métamorphose de la libido. C'est-à-dire que métamorphose de la libido, c'est la libido trouve un substitut. Néanmoins, alors, on va revenir sur les questions qui ont été posées là tout de suite. Hein. Donc, il y a pour Jung, il y a une disposition humaine qui touche à l'aptitude humaine à produire des symboles à partir de ce qui constitue l'univers. Jung appellera ça plus tard les archétypes. Mais à cette disposition à produire des symboles se conjoint une énergie. Hein. Donc, il faut voir que chez Jung, il y a quand même il n'y a pas le corps, mais il y a quand même l'énergie. Il y a une énergie. Cette énergie, c'est la libido. Il y a une énergie qui est attachée au symbole, mais manque le lien au corps. Hein. Réponse à la question. Ça manque, il n'y en a pas. D'autre part, pour Jung, le terme de libido, si vous voulez, n'est pas dénué de connotation sexuelle. Mais ce qui l'écarte, c'est une définition exclusivement sexuelle, comme la définition freudienne. C'est ça qui lui pose un problème. Chez Freud, alors parce que donc il y a les 3 essais qui sont parus en 1910, hein, qui sont aussi un peu le socle de la discussion. Le sexuel des 3 essais chez Freud, cette différence qui fait du sexuel ce qui diffère du biologique, elle est illustrée dans les 3 essais par le suçotement du bébé. Hein. Ils en parlent dans la correspondance. Le bébé ne suce pas pour manger. Il suce pour le plaisir, pour reproduire l'expérience de la satisfaction. C'est là que se situe un écart. Le sexuel chez Freud, c'est cet écart, et la libido, c'est l'énergie qui résulte de cet écart. Ça, c'est chez Freud. Donc chez nous, ça n'y est pas. Hein. Pour lui, c'est l'énergie psychique en général, mais le fait qu'il fait ce court-circuit de la sexualité infantile fait que, si vous voulez, il ne peut pas entendre ce que dit Freud, par exemple, au moment de l'élaboration des 3 essais, et il va poser des questions. Il voudrait séparer, par exemple, enfin là j'ai plus les exemples en tête, hein, donc il ne peut pas entendre ça. Néanmoins, le rôle du symbole chez nous, je reviens à Jung, c'est un rôle de dérivation et de canalisation de la libido, un rôle civilisateur. C'est la libido canalisée dans le symbole qui va barrer la voie de l'inceste. Mais donc l'inceste, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est surtout la prohibition de l'inceste pour Jung, c'est surtout un obstacle au retour in utero. Hein, c'est surtout ça la prohibition. C'est quelque chose qui vient en complément, ça vient barrer la régression pour Jung. Hein. Et c'est pour ça que, si vous voulez, par rapport à la fonction du père, chez Jung, il a sa conception de la fonction du père est totalement différente de la conception freudienne. Alors, je vais vous dire pourquoi. Donc, pour Jung, la régression est indispensable comme moment structural, car c'est la régression qui va permettre la mobilisation des symboles. Hein.
Donc, s'il n'y a pas de régression, il n'y a pas de mobilisation des symboles. Donc la régression, on en a besoin. Et d'ailleurs, on est d'accord, même Freud est d'accord, tout le monde est d'accord là-dessus. Simplement, c'est à un moment donné, ça va un petit peu diverger. On a besoin de la régression. Donc la régression, ça va mobiliser les symboles. Alors on peut mettre le rêve là, si vous voulez. Le rêve, c'est un exemple de régression. Hein. Et une régression de régression qui va mobiliser des symboles. Hein. C'est pour ça qu'il s'intéresse au rêve aussi. Mais ce qu'il va rajouter, c'est que le père, pour Jung, le père peut faire lui-même obstacle à la régression. Alors, mais de quel père on parle hein? C'est ça la question aussi. Hein. Donc, si le père, dans sa façon d'être, fait obstacle à la régression, on ne va pas pouvoir mobiliser les symboles. Hein. Donc, c'est dans ce sens que si vous voulez, le père, dans sa conception, hein, le père qu'il a eu, hein, ça réfère beaucoup à son histoire, certainement aussi. Hein. Donc, parce qu'au fond, le père symbolique, c'est le symbole. Hein, donc, c'est ça qui doit advenir essentiellement pour lui. Donc, si vous voulez, quand on parle du père chez Jung, il faut bien comprendre que c'est un certain type de père. Hein, on peut reprendre les 3 pères de Lacan, hein, un réel symbolique imaginaire, si on veut. Hein, donc, c'est son père à lui, peut-être, qui à un moment donné a fait défaut et qui, quelque part, l'a mis sur la quête du symbole. Hein, je pense que c'est ça, en réalité, qui s'est passé pour lui dans son histoire. Bon, voilà. Ensuite, le symbole va aussi s'inscrire à la croisée d'une autre route. C'est celle qui est l'articulation du singulier et du collectif. On en a parlé aussi. On peut dire que le symbole produit l'articulation entre le singulier et le collectif. Hein, je vous expliquais en quoi, pour Jung. Jung va chercher le trait que véhicule le symbole auquel on s'identifie le sujet. Hein. Donc, il est à la fois il est à l'articulation du singulier et du collectif. Mais chez Jung, et c'est quand même un peu le point noir quand même de c'est la théorie jungienne, hein, inconscient personnel et inconscient collectif ne sont pas clairement articulés. Hein. L'inconscient personnel a justement la portion congrue, hein, si vous voulez. Hein. Bien qu'on voit que dans ses rêves à lui, le complexe du père s'actualise complètement, mais sous la forme du réveil des morts et de l'incomplétude de leur savoir. Voilà. Donc c'est pour ça que chez Jung, si vous voulez, la résurrection des morts et le gain de savoir ne peut se faire qu'au plan d'un symbolisme collectif dont Dieu est la figure efficiente. Hein. En fait, c'est Dieu qui prend la place du Père, là, hein, carrément. Hein. Et donc ça ne peut du fait qu'il met de côté un petit peu toute son histoire personnelle quand même, hein, c'est pour ça qu'il choisit quelque part de se faire le champion, si on veut, du symbolisme collectif, dont Dieu est la figure efficiente, mais n'oublions pas que le Dieu auquel a affaire Jung dans le livre rouge, c'est un Dieu castré, c'est un Dieu manquant. Hein. Donc, c'est là où justement le Dieu de Jung, c'est pas n'importe quel Dieu, c'est donc une instance psychique. Bon, voilà en gros, tout ça c'est peut-être moins accessible parce qu'il aurait fallu que je le développe plus, mais j'en ai tellement dit, je ne peux pas faire plus. Donc, je viens maintenant à Freud. Donc, qu'est-ce qui se passe du côté de Freud? Et je vais venir à la question du trait. Donc, chez Freud, qu'est-ce qui se passe? Après la séparation avec Jung, Freud va faire paraître 2 ouvrages majeurs. Le premier, c'est Contribution à l'histoire du mouvement analytique. Alors, dans Contribution, Freud va vouloir montrer en quoi les théories de ceux qu'il nomme ses adversaires, mais qui sont en même temps considérés comme des analysants, d'où une certaine ambiguïté, hein, qui ne lui échappe pas, mais qui ne résout pas pour autant. Ce n'est pas résolu, ce problème. Hein. Je pense que c'est un problème, d'ailleurs, qui n'est pas résolu en général. Hein. C'est complexe, tout ça. Donc, ne peuvent entrer dans le champ de ce qu'il convient, selon lui, d'appeler la psychanalyse. Alors, qu'est-ce qu'il convient d'appeler, selon lui, la psychanalyse? Parce que n'oublions pas que Jung, après la rupture avec Freud, le mouvement, qui est un mouvement quand même important, moins important que le mouvement freudien, mais qui a perduré, hein, c'est appelé maintenant psychologie analytique. On ne parle pas de psychanalyse, hein, pour Jung. Bien que ce soit quand même la même chose. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler pour psychanalyse pour Freud? C'est toute orientation qui se rattache au transfert et à la résistance. Voilà. Pour Freud, en 2 mots, c'est ça la psychanalyse. Donc il considère que, justement,